Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette visioconférence dans la série du GRISOF, La science en train de se faire. Et le sujet du jour est l'aérosol thérapie par voie nasale. On est heureux d'accueillir Mike Pasteur, qui est doctorant à l'Université de Tours au sein du Centre d'études des pathologies respiratoires, l'unité INSERM 1100. L'intitulé de sa thèse est le développement d'un modèle biomimétique de cavité nasale humaine pour l'étude des anticorps inhalés. Il va certainement nous en dire plus à ce sujet. Je voudrais simplement rappeler que l'inhalation, notamment par voie nasale, c'est une méthode d'administration thérapeutique non invasive. Et grâce au dispositif des sprays nasaux, cette voie permet de cibler localement l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les cavités nasales, les bronches, les poumons, mais également la voie systémique, le système nerveux central par la voie nose to brain, ou d'induire une immunité mucosale et systémique grâce à la présence des anticorps, grâce à la présence, pardon, des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Cette présentation de Mike a donc pour but de faire un tour d'horizon sur les différents avantages de l'inhalation comme solution thérapeutique et des différents modèles d'études associées. Mike, on est heureux de vous accueillir et nous vous écoutons. Merci. Merci pour cette introduction. Euh, Vous avez mon diaporama en plein écran normalement. C'est bon. Donc effectivement, je vais vous présenter l'aérosol thérapie par voie nasale, car l'objectif de ma thèse en elle-même, comme vous l'avez dit, c'est de développer un nouveau modèle de cavité nasale biomimétique qui va permettre de mieux caractériser les nouvelles thérapies par aérosol. J'ai fait ce plan-là qu'on pourra aborder rapidement les pathologies respiratoires et qu'est-ce que l'inhalation thérapeutique. Aller un peu plus loin dans l'utilisation des aérosols thérapeutiques, avec un focus sur la voie intranasale parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et enfin, les difficultés à élaborer des biothérapies inhalées et les différents modèles d'études qui existent. Alors, bon, tout d'abord, les pathologies respiratoires, ce sont une des causes majeures de mortalité dans le monde. Ici, les chiffres de l'OMS en 2019. On a comme troisième, quatrième et sixième cause de mortalité, respectivement, la BPCO, les infections de l'arbre respiratoire bas et le cancer de l'arbre respiratoire. Tout ceci, c'était en 2019, c'est avant du coup la pandémie de Covid que nous connaissons tous, qui a fait à la fin des comptes, donc en mars 2023, presque 7 millions de décès. Et il y a également des rapports qui estiment qu'en 2050, la première cause de mortalité dans le monde pourrait être l'émergence de bactéries multirésistantes, et donc notamment les bactéries respiratoires. Donc, il y a un enjeu majeur en fait à développer les traitements pour toutes cette pathologie-là. Euh, et le gold standard en médecine respiratoire, en fait, c'est l'aérosol. L'aérosol, c'est le fait de pulvériser en fines gouttelettes un médicament, alors qu'il soit solide ou liquide, en suspension dans un gaz. Alors, vous avez ici différents dispositifs qui le permettent. Ça peut être par voie orale ou par voie nasale. Il y a 4 classes majeures de médicaments ainsi administrés: les bronchodilatateurs, les mucolytiques, les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Alors, le gold standard dans l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive, pardon, et les infections, ce sont donc les petites molécules, comme je vous disais, les antibiotiques, les mucolytiques ou les anti-inflammatoires. Alors, l'avantage de cette thérapie, c'est une délivrance et une action locale, en fait, au niveau du site inflammé ou au niveau du pathogène. C'est non invasif, puisque contrairement à l'intraveineuse ou à la sous-cutanée, il n'y a pas de douleur pour le patient. On a donc aussi une meilleure acceptation, notamment des jeunes patients. Une concentration du principe actif également, puisque vu qu'on a une action locale, on peut avoir une concentration du principe actif au niveau de la zone inflammée ou infectée, mais surtout on peut diminuer du coup cette dose puisqu'elle sera plus efficace, et donc on a une baisse des effets secondaires.
Alors, il y a beaucoup de paramètres physiques qui vont faire varier le dépôt des aérosols dans l'arbre respiratoire. On a notamment la taille des particules, la caractéristique de surface de ces particules, donc notamment les charges, les caractéristiques physiopathologiques du patient, comme vous pouvez voir ici une image d'un volontaire sain et d'un patient atteint de la mucoviscidose, où en fait on a le profil de dépôt des aérosols qui est complètement différent. En effet, lorsque le patient a du mal à respirer ou a les poumons comblés, il est très difficile d'atteindre les zones à soigner. Et également les caractéristiques de l'appareil qui va permettre l'aérosolisation, qui vont faire varier en fait l'efficacité de l'aérosol. Donc, comme je viens de l'évoquer, il y a notamment la taille des particules qui est très importante. Donc, l'idée, c'est de toujours pouvoir caractériser pour les aérosols quelles sont la moyenne des particules qui sont aérosolisées. Donc, on appelle ça la MMAD, la masse médiane aérosol diameter. Et ceci peut être caractérisé grâce à, comme vous pouvez le voir en bas, un impacteur en cascade qui, par un système de filtre, va permettre de compter le nombre de particules qui font telle ou telle taille. Ou alors un spray tech, en image ici, où en fait c'est un laser, un faisceau laser qui va pouvoir nous permettre de déterminer les tailles des particules. Donc pourquoi la taille des particules est très importante? Parce qu'en fait, elle va conditionner où est-ce que la particule va s'arrêter dans l'arbre respiratoire. Les particules qui ont un diamètre au-dessus de 5 micromètres vont plutôt être dans la cavité nasale, entre 5 et 2 micromètres vont plutôt être dans les bronches, et entre 2 et 0,5 micromètres, on va pouvoir atteindre les bronchioles, les alvéoles, en tout cas les voies respiratoires basses. Alors, il y a beaucoup de paramètres physiques qui vont influencer le dépôt des aérosols. Déjà, on peut imaginer que lorsqu'il y a un gaz en suspension dans l'air, on va avoir des pertes, tout simplement, de cet aérosol qui ne seront pas inspirés par le patient. Le patient respire, donc il y a aussi une exhalation. Pendant l'exhalation, on va avoir une perte du principe actif également. Et il y a différents phénomènes dans l'arbre respiratoire qui vont amener à une perte de l'efficacité, notamment l'impact au niveau des bronches et des parois mucosales. Il y a également la sédimentation de l'aérosol dans le gaz qui va faire perdre de l'efficacité puisque moins de molécules thérapeutiques iront à leur cible. Alors, pour remédier à certains problèmes, comme que je viens d'évoquer, il y a des chambres d'inhalation qui existent. Donc là, on peut voir l'image d'un patient qui va prendre un traitement ici avec de la ventoline, c'est un pulvérisateur qu'on connaît tous. Il va y avoir beaucoup de pertes en fait à l'extérieur, tandis que s'il y a une chambre d'inhalation, le traitement va être dans cette chambre et le patient a tout le temps d'inspirer correctement l'aérosol. En effet, ce genre de système en fait requiert une synchronisation main-bouche qui n'est pas forcément évidente. Alors, il y a différents appareils qui permettent d'aérosoliser des traitements par voie nasale, simplement des gouttes, une dose qui n'est pas contrôlée, et c'est une utilisation simple. Il y a l'irrigation nasale qui permet notamment une grande surface de contact puisqu'en fait on va inonder la cavité nasale d'un liquide, très efficace lors des infections notamment, mais un grand volume est nécessaire. Et il y a les nébulisateurs soniques qui permettent surtout une bonne pénétration du traitement au niveau des sinus, mais qui est un appareil plutôt encombrant et long à l'utilisation. Il y a d'autres systèmes, moins manuels, comme le spray nasal multidose, qui est très répandu notamment dans l'asthme ou les anti-inflammatoires. Un spray nasal à dose unique cette fois-ci, avec une dose plus précise et des volumes plus grands. Ou l'atomiseur pour muqueuse, qui lui permet une absorption rapide du traitement par les muqueuses et donc d'atteindre la voie systémique. Alors, les avantages de cibler la cavité nasale pour les aérosols thérapeutiques, donc c'est déjà de pouvoir traiter les pathologies dans la cavité nasale. Là, par exemple, on peut voir l'avantage pour les infections, puisqu'en fait, les infections respiratoires, comme la grippe saisonnière, vont d'abord établir leur primo-infection au niveau de la cavité nasale et de l'épithélium nasal, puisque cette cavité nasale, elle est plutôt aux alentours de 33 degrés. Et c'est une température qui plaît beaucoup plus aux virus et aux bactéries pour leur multiplication. Et c'est qu'en deuxième temps, après une amplification bactérienne ou virale,
que le pathogène va migrer vers les voies respiratoires basses. Donc peut-être que dans un premier temps, traiter la cavité nasale avec des aérosols thérapeutiques peut être très efficace dans le cadre des infections. Il y a également la voie dite nose to brain, donc en fait c'est une voie qui va permettre d'atteindre le cerveau par le biais de l'épithélium olfactif qui est lui au-dessus de la cavité nasale et qui en fait relie, on le verra après, la cavité nasale au cerveau. Donc ça, c'est une voie très utilisée, notamment pour le traitement des pathologies neurodégénératives. Il est également possible, comme je l'ai dit plus tôt, d'atteindre la vascularisation, parce que la cavité nasale, c'est un organe très largement vascularisé et perméable, puisque c'est une muqueuse. Il est également possible d'immuniser les patients. Il y a des nouvelles stratégies qui visent à immuniser les patients par des aérosols euh, grâce à la présence des NALT, donc les barrières immunologiques associées aux muqueuses. Et il y a les voies respiratoires basses qu'on peut également cibler grâce à la voie nasale. Récemment aussi, il y a des nouvelles voies qui sont découvertes, notamment la possibilité de cibler le cœur grâce à la voie nasale, notamment en atteignant en fait la circulation sanguine. Alors, pour faire un petit peu d'anatomie de la cavité nasale, c'est un organe assez complexe. En fait, chez l'homme, cet organe est très variable. L'anatomie intranasale de l'homme est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Les éléments en commun, en tout cas, sont la cavité nasale gauche et droite, ainsi que les sinus, alors notamment les sinus frontaux, ici, les sinus maxillaires, ici, les cellules ethmoïdes qui sont derrière la cavité nasale, et encore un peu plus loin, le sinus sphénoïde. L'utilité de ces sinus, en fait, c'est d'avoir des poches d'air dans l'os, dans le crâne, qui permettent d'alléger le squelette, qui permettent aussi le réchauffement de l'air inhalé, qui permettent également la sonorité de la voix, ce genre d'atout physiologique. Donc il y a le vestibule qui est en fait l'entrée du nez, les narines, et le nasopharynx qui lui est en côté postérieur de la cavité nasale, qui est lui qui va relier après à l'œsophage et qui, lui, contient du coup les structures immunitaires que j'évoquais tout à l'heure. Alors, plus précisément, la cavité nasale, ici, quand on la segmente en deux, il y a le septum, ici, donc qui va séparer les deux cavités nasales gauche et droite, et qui est agrémenté de cornets. Ces cornets, il y a le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur de chaque côté de la cavité nasale, et qui sont des protubérances mucosales qui vont permettre d'augmenter le contact en fait de la cavité nasale, de la muqueuse avec l'air. Donc on va pouvoir réchauffer l'air, on va pouvoir l'humidifier pour qu'il atteigne à la bonne température avec le bon taux d'humidité les poumons. Il faut aussi voir ici que c'est la localisation pardon, de l'épithélium olfactif que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on peut le voir sur cette image-là ici avec les différentes structures épithéliales de la cavité nasale. Et en fait, il est surplombé d'un os, dit l'os cribliforme, qui est un os criblé de trous. Et les neurones olfactifs qui permettent de sentir les odeurs ici, sont en fait reliés de la cavité nasale au bulbe olfactif. Donc c'est cette voie-là qui est privilégiée lorsqu'on veut atteindre grâce aux aérosols le cerveau. Ici, donc les NALT que j'évoquais tout à l'heure, donc les structures immunologiques. Et l'épithélium qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le cadre de ma thèse, c'est l'épithélium qui recouvre la majeure partie de la cavité nasale, qui est l'épithélium respiratoire, dont je vais préciser la nature tout à l'heure. Il faut voir que la cavité nasale, c'est quand même un grand réseau, c'est 150 cm² de surface, avec donc un grand échange entre l'extérieur et le système circulatoire et les muqueuses. Et donc voici la structure de l'épithélium respiratoire que j'évoquais. Donc en fait, c'est un épithélium pseudo-stratifié, composé de cellules basales, qui sont en fait les cellules progénitrices, qui vont permettre le recyclage de l'épithélium et la différenciation en cellules intermédiaires que sont les cellules de Clara, puis les cellules ciliées ou les cellules mucipares. Les cellules ciliées, ce sont des cellules donc, qui vont présenter au côté apical, donc à leur sommet, des cils qui vont battre. Et associées aux cellules mucipares qui vont produire le mucus de la cavité nasale,
on va pouvoir avoir la clairance mucociliaire, donc c'est-à-dire ce film de mucus qui est assez épais, qui va piéger les pathogènes, les particules indésirables, et la clairance mucociliaire grâce aux cils qui vont battre tous de manière synchronisée, va permettre d'éliminer comme ça les pathogènes ou les particules indésirables. Ces particules, elles sont un peu avalées en fait, vont dans l'estomac grâce à cette clairance. Et on estime que cette clairance est efficace toutes les 21 minutes. Donc en 21 minutes, en fait, la cavité nasale est complètement nettoyée. Alors, il y a également aujourd'hui la question des ionocytes. Donc les ionocytes, ce sont des cellules qui présentent des canaux ioniques qui vont permettre de faire passer, par exemple, l'eau et les ions dans le mucus. On sait qu'ils étaient présents dans les poumons, dans l'épithélium bronchique. Aujourd'hui, il est avéré qu'ils sont aussi présents dans la cavité nasale. Donc, on a à peu près 60% des cellules de l'épithélium nasal qui sont des cellules basales. On a 30% de cellules ciliées, 10% de cellules mucipares et honnêtement, 1 à 3% en fait de ionocytes. Donc ici, une image de l'épithélium pseudo-stratifié de la cavité nasale en coloration HES simple. Et ici, la coloration en immunofluorescence de l'épithélium pseudo-stratifié. On peut voir en violet les cils de l'épithélium, en jaune le mucus, en bleu les noyaux et en vert les cellules basales qui vont permettre le recyclage de l'épithélium. Ici, en microscopie électronique à balayage, cet épithélium, donc on peut le voir donc, recouvert de cils et de cellules à mucus. Ici, on voit des filaments de mucus quand on zoome. Et en microscopie électronique à transmission, ici, on peut voir donc l'épithélium avec les jonctions, les cils et les cellules mucipares ici qui sont en fait pleines de vésicules. Et c'est ces vésicules-là qui, une fois au niveau de la membrane côté apical, vont éclater et laisser les protéines du mucus sortir. Alors, pour revenir aux biothérapies, enfin aux thérapies inhalées, la grande avancée ces dernières années, ce sont les biothérapies. Et donc, le grand avantage qu'on pourrait avoir au niveau de l'inhalation, c'est de développer les biothérapies inhalées. Le problème, c'est que ces biothérapies sont donc des protéines et les protéines sont assez fragiles. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de biothérapie inhalée en France à cause de leur instabilité. Alors, notamment, on note les UV, la lumière, les changements de température, puisqu'on est dans un faible volume de liquide, donc il y a des grandes variations de température, et aussi les stress mécaniques liés tout simplement à l'aérosolisation de ces particules qui ont donc tendance à abîmer les protéines. Alors, il y a les instabilités chimiques, les déaminations, les oxydations, les fragmentations, et les instabilités physiques aussi. Donc, la protéine, elle peut se dénaturer, elle peut s'agréger. Et à la fin, on a une protéine qui va arriver au niveau du site inflammé, infecté, qui ne sera plus active. Donc, en fait, il y a des difficultés à développer aujourd'hui ces nouvelles thérapeutiques. Pour cela, il y a différents modèles pour développer ces thérapeutiques. Il y a d'abord donc les modèles in vivo, les petits rongeurs qui présentent l'avantage d'être en grand nombre par groupe puisqu'ils ne sont pas très chers. On peut avoir des animaux transgéniques et on a un grand nombre d'outils adaptables aux petits rongeurs, notamment donc pour les prises d'aérosols. Mais il y a également des limitations, vous vous doutez, la physiologie et l'anatomie de la cavité nasale qui n'est pas du tout semblable en fait, entre l'homme et celle du rongeur. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi les modèles de primates non humains et aussi les chiens qui ont en fait une physiologie beaucoup plus proche de celle de l'homme, avec une anatomie aussi plus proche, mais qui n'est pas semblable pour autant à celle de l'homme. Malheureusement, là, on a des limitations en termes d'éthique, en termes financiers, évidemment, ce sont des animaux qui coûtent beaucoup plus cher, et même en termes de technique, puisque ça requiert une formation bien plus approfondie. Et donc, on est sur des expérimentations qui coûtent beaucoup plus cher. La transposition clinique de ces résultats in vivo est très difficile chez l'homme. Comme je l'ai évoqué, les dispositifs d'administration sont donc différents puisque l'anatomie de l'animal est différente de celle de l'homme et les dispositifs d'administration vont changer les résultats de dépôt. Et donc l'anatomie et la physiologie, bien évidemment, qui est différente, le rythme respiratoire, le volume d'air inspiré, l'anatomie en elle-même, comme je disais. Mais ces modèles permettent quand même d'obtenir des données toxicologiques, pharmacocinétiques et de pharmacodynamique.
Alors, il existe in vitro d'autres modèles. Les modèles inertes sont en fait des modèles de cavité nasale humaine qui sont imprimés en 3D. Donc, ceux-ci sont obtenus à partir de scans de patients de cavité nasale, ce qui permet en fait de simuler. On peut même brancher des respirateurs artificiels à ces cavités nasales pour mimer la respiration. Ce qui permet donc d'avoir des données de dépôt réalistes dans la cavité nasale, d'avoir la biodistribution. Malheureusement, c'est un modèle inerte, donc il n'y a pas de mouvement biologique, il n'y a pas la clairance mucociliaire que j'évoquais tout à l'heure, qui va avoir un grand impact sur la biodistribution. Donc on a une prédiction côté zéro, qu'au moment de l'inhalation. Donc on peut faire comme ceci, doser en fait dans la cavité nasale la quantité d'aérosols qui ont été déposés en fonction de la distance, par exemple. Donc ensuite, il y a les modèles cellulaires qui sont, eux, des modèles vivants. Alors, il y a la culture en 2D classique, donc ce sont des cellules qu'on va cultiver dans des plaques avec du liquide nutritif sur le dessus. Malheureusement, bah, c'est un modèle assez critiquable parce qu'il n'y a pas de différenciation de ces cellules. Ce sont des cellules qui n'ont pas du tout la même physiologie que les cellules qu'on retrouve dans la cavité nasale que je vous ai présentées. Donc, il n'y a pas du tout de réalité des muqueuses et il n'y a pas de données anatomiques, comme je viens de le présenter, avec les cavités nasales imprimées en 3D. Il y a des modèles un peu plus poussés, des modèles cellulaires dits organoïdes. Donc, on va faire pousser des cellules en sphère. Elles vont être piégées dans un gel et ce gel va les faire se développer quand elles vont s'amplifier en sphère. Comme on peut le voir ici, donc là, des cellules isolées qui ne se sont pas amplifiées et ici, des cellules en organoïdes avec une lumière à l'intérieur. Donc, on va pouvoir déjà un peu mieux mimer ce qui se passe dans la cavité nasale, puisqu'on va avoir le côté apical des cellules qui est au contact de l'air, et le côté basal des cellules, ici, qui va être au contact du gel, qui va lui, être nutritif. Il y a quand même une limite à l'utilisation de ces cellules. La lumière étant à l'intérieur, et on ne peut pas mimer une infection, puisque l'infection elle va forcément arriver par le côté extérieur, le côté basal, donc c'est l'inverse de la réalité. Il n'y a pas non plus de données anatomiques. Mais je souligne quand même qu'il y a Dans un article, ils ont réussi à inverser l'organoïde pour avoir le côté apical à l'extérieur et le côté basal à l'intérieur. Donc là, on est sur quelque chose de plus physiologique. Il y a le modèle encore au-dessus, la culture en 3D à l'interface dite air liquide. Donc en fait, on va faire pousser les cellules sur des inserts comme ceci. Donc en fait, c'est une membrane microporeuse ici qui va permettre le transport des nutriments du côté basal ici vers le côté apical où sont en fait les cellules. Donc les cellules vont pousser au contact du liquide nutritif, mais aussi au contact de l'air, ce qui est beaucoup plus représentatif de la réalité. Et donc là, on va pouvoir avoir une différenciation de l'épithélium. On va pouvoir avoir au bout de 15-20 jours un épithélium pseudo-stratifié, comme dans la réalité, avec l'expression des cils, l'expression du mucus, et donc l'expression de la clairance mucociliaire, comme vous pouvez le voir ici dans cette vidéo. En fait, on voit les cils bouger, vibrer, et ils vont déplacer le mucus. Alors, ça permet une meilleure accessibilité du côté apical et du côté basal, contrairement aux organoïdes, avec une meilleure différenciation cellulaire, avec la présence donc, des jonctions d'épithélium, ce qui est très important. Donc, ces jonctions, on va pouvoir les suivre au cours du temps avec la résistance transépithéliale, électrique transépithéliale. Donc, en fait, cette résistance va tout simplement traduire la bonne jonction de l'épithélium, des cellules entre elles. Donc c'est une sonde en fait qu'on vient mettre dans le milieu et qui va faire passer un courant électrique. Et plus cette résistance est forte, plus l'épithélium est jointif. On va également pouvoir donc observer la clairance mucociliaire comme je viens de vous le montrer. Et encore une fois, on n'a pas de données anatomiques avec ce genre de modèle. En revanche, on peut déposer des aérosols sur le côté apical puisqu'il est au contact de l'air. Donc là, c'est un modèle beaucoup plus proche de la réalité. Je vais maintenant vous parler des organes on chip, qui est le modèle complexe au-dessus qui est en train de se développer. L'organe on chip, c'est un système de culture toujours en 3D, microphysiologique. Alors, il est dit microphysiologique parce que on va pouvoir obtenir un tissu fonctionnel sur cette puce à l'aide de la microfluidique. Donc, la microfluidique, c'est la technologie d'apporter des nutriments, un milieu nutritif avec des microcanaux à l'aide d'une pompe. Et donc, on va mimer plus précisément ce qu'il se passe dans le corps humain avec les vaisseaux sanguins.
Donc, on parle d'organochips, de systèmes microphysiologiques aussi, parce que c'est la taille de la puce en question qui est en général la taille d'une clé USB. Et on peut même pousser le concept un peu plus loin en parlant de lab on chip, donc en fait de laboratoire sur puce, où on va pouvoir analyser tout ce qui sort de cette microfluidique, donc qui sera passé au contact des cellules, et on pourra l'analyser à l'aide de matériel spécifique. L'avantage de ce genre de technologie, c'est qu'on peut mimer tout l'arbre respiratoire. Moi, je fais un focus sur la cavité nasale, mais aujourd'hui, avec cette technologie-là, on peut mimer les bronches, les alvéoles, les bronchioles, la cavité nasale, tous les épithéliums, l'épithélium olfactif également, qui est plus complexe. Et donc, l'avantage de ces organes on-chip, c'est de reproduire plus précisément l'environnement cellulaire qu'on retrouve physiologiquement. Dans un contexte éthique de plus en plus préoccupant, l'organochip permet également de remplacer petit à petit l'expérimentation animale. En fait, il va permettre donc de réduire le nombre d'animaux puisqu'on aura un meilleur criblage des molécules thérapeutiques en amont. Et d'autant plus qu'en fait, les organochips ont l'air plus... Dans la littérature, ils sont décrits comme plus relevants parfois que les animaux. Je l'ai expliqué tout simplement par la différence anatomique et physiologique, par exemple, dans notre cas. Mais il y a des articles qui montrent bien que la biodistribution entre le modèle animal et l'homme n'est pas du tout la même. On peut le voir ici sur ce graphique, avec des points complètement dispersés. Récemment, aussi l'année dernière, la FDA a approuvé l'utilisation des organes on-chip dans les études précliniques. Elle a même autorisé pour la première fois un médicament en clinique qui n'est pas passé par l'étape d'expérimentation animale. Donc, en fait, la FDA approuve l'utilisation de technologies alternatives à l'expérimentation animale aujourd'hui pour passer en clinique. Et ça, c'est un élément très important, ce qui démontre notamment la fiabilité en fait, de cette nouvelle technologie qui est l'organe on chip. Ici, vous pouvez voir l'essor en fait, dans la communauté scientifique. Ici, c'est le nombre de publications par année pour les organes on chip et également les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se spécialisent dans l'organe on chip avec des nouveaux outils qui vont permettre des analyses encore plus précises en temps réel de tout ce qu'on voudrait vérifier sur ce type cellulaire. Enfin, pour ce qui est de l'écologie, en effet, certains articles évoquent l'impact écologique des organes on chip qui serait positif, hein, dans un contexte où l'écologie nous préoccupe de plus en plus également. L'organochip utilise moins de matières premières. On n'est plus sur du plastique, on est sur d'autres polymères. On est sur des volumes de milieu qui sont beaucoup plus petits, de l'ordre du microlitre. On a moins de tissus, on a des tissus plus représentatifs, donc on va avoir moins d'expérimentation à faire. Il faut être honnête, on est aussi sur des technologies qui sont beaucoup plus chères que les cultures cellulaires classiques. Mais dans le cadre où on pourrait recycler ces appareils, on pourrait également améliorer l'impact écologique de nos recherches. Pour aller un peu plus loin, dernièrement, il y a des organochips plus complexes qui sont mis au point par certaines équipes, notamment le multi-organe. En fait, donc ici, on a un exemple d'épithélium pulmonaire relié à des cellules du rein. Donc ici, on peut voir directement la toxicité du médicament injecté par aérosol sur le rein. Donc là, comme ça, il y a possibilité de connecter, on peut l'imaginer, toutes sortes d'organes entre eux. Et donc on peut atteindre un niveau encore plus physiologique que les cellules isolées les unes des autres. Il y a aussi des équipes qui associent à l'épithélium des cellules immunitaires. Donc on va pouvoir avoir les réactions immunitaires associées aux expérimentations. D'autres équipes essayent d'associer à l'épithélium le microbiome. Alors ici, c'était pour le microbiome intestinal, me semble-t-il. Et donc l'impact du microbiome, on le sait, est très important, notamment pour la simulation de biomédicaments. Et donc permettre aux organes on chip d'avoir un modèle cellulaire beaucoup plus représentatif avec le microbiome, avec les cellules immunitaires, connecté à d'autres organes, on imagine tout de suite qu'on est sur un modèle beaucoup plus complexe et beaucoup plus réaliste que ce que l'on peut faire classiquement. Dernièrement, il y a aussi des équipes qui se sont mises à simuler le flux d'air de l'arbre respiratoire sur les cellules. Donc ici, il y a Brooks et al. Qui ont publié une puce, un organe on chip, sur lequel les cellules
qui sont cultivées à l'intérieur vont pousser au contact d'un cycle respiratoire qui va mimer le nôtre. Donc, avec la même intensité de respiration, donc inspiration, expiration. Et on découvre dans d'autres articles que ce mécanisme permet d'avoir des cellules encore plus proches de la réalité quand on les compare in vivo chez l'animal ou chez l'homme. Donc l'organochip, il va permettre un criblage de molécules beaucoup plus important, il va permettre de modéliser des infections. À long terme, on pourra peut-être aussi faire des modèles de régénération, des modèles pathologiques, grâce par exemple à la technologie de CRISPR, et d'avoir même des thérapies personnalisées, puisque l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des cellules primaires, un faible nombre, puisqu'on est sur de la microphysiologie. Et ces cellules primaires, directement issues de patients, pourraient permettre la thérapie personnalisée. Alors, je souligne quand même qu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'organochips qui ont des cellules nasales comme modèle. En réalité, on est sur un épithélium qui est en plein essor. C'est plus le poumon, les alvéoles qui sont étudiés à l'heure actuelle. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que, pour tout ce que je vous ai montré, de s'intéresser à l'épithélium nasal et l'avantage de l'aérosol thérapie par voie nasale. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si nécessaire. Eh bien, merci beaucoup. Yves. Ben, je vais te laisser la parole pour commencer. Vu que tu es pneumologue, tu as certainement plus de. Moi, j'ai du fondamental un petit peu, là, mais je vais te laisser débuter. Euh, Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est cette histoire d'organ on chip, parce que j'ai quitté il y a quelques années déjà la structure et on n'en parlait pas du tout à ce moment-là. C'est donc, ça date de ces dernières années. Il y avait des cultures cellulaires, des choses comme ça. Euh, il y avait à l'époque justement des cultures cellulaires biphasiques, c'est-à-dire que les cellules trempaient dans un liquide et en surface, on pouvait pulvériser de l'air plus ou moins contaminé, etc. Enfin, c'était utile pour étudier les polluants, mais ce n'était pas du tout sophistiqué comme ça. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez dit, pour terminer, que c'était très développé pour le poumon, l'alvéole, et peu pour l'épithélium nasal. Pourquoi? Et en fait, je pense que les équipes scientifiques aujourd'hui ne se sont pas vraiment penchées sur la cavité nasale. On cherche plutôt à traiter les pathologies qui vont être dans le poumon, hein, notamment la BPCO, la mucoviscidose. L'épithélium nasal, il est quand même très peu étudié. Alors Hmm. même si honnêtement, là, dans la littérature, ces 2 dernières années, il y a une accélération d'intérêt pour l'épithélium nasal. Comme j'ai dit, hein, c'est le premier site d'infection. Donc, quand on s'intéresse aux infections respiratoires, il peut y avoir vraiment un grand intérêt, et notamment avec toutes les voies derrière qui sont disponibles lorsqu'on cible la cavité nasale. Mais c'est très récent. C'est très récent, c'est pour ça. C'est plus pour le côté d'intérêt que de la difficulté. Parce que, Mm. comment fait... Alors, prenons du poumon, par exemple. Le poumon, c'est complexe. Il y a de Mm. multiples catégories de cellules. Comment faites-vous... Enfin, c'est peut-être pas votre boulot, vous allez me dire, vous vous intéressez à la cavité nasale. Mais comment faites-vous pour récupérer des cellules pulmonaires bien définies, qui sont soit des pneumocytes 1, des pneumocytes 2, de l'épithélium respiratoire, etc. Alors, c'est une bonne question au niveau du poumon. Alors, je sais qu'il y a les lavages broncho-alvéolaires qui permettent de récupérer des cellules. Alors là, c'est notamment les cellules immunitaires, mais il y a quand même des cellules épithéliales dans ces prélèvements. Il est sûrement possible de remettre en culture des cellules à partir de ce genre de prélèvement. Moi, je sais qu'en tout cas, pour la cavité nasale, c'est des prélèvements à l'aide d'une curette, donc c'est une toute petite cuillère dentée qui permet au niveau du cornéa inférieur de gratter et de récupérer l'épithélium de la muqueuse. Après, il y a plein de possibilités. Il y a surtout l'utilisation des cellules de lignée, que ce soit pour la cavité nasale, les bronches ou le Hmm. poumon. Il y a surtout les cellules de lignée. Mais de plus en plus, les publications sortent avec des cellules primaires parce qu'on est sur des cellules beaucoup plus représentatives avec, comme je le disais, une différenciation en épithélium qui sera beaucoup plus représentatif, avec également toutes les potentiels types cellulaires qui vont être accessibles.
je peux peut-être prendre Oui, le relais, Étienne. Tu oui. as débuté une de mes questions. Effectivement, pour avoir travaillé sur le poumon pendant 25 ans, la complexité du poumon, c'est l'hétérogénéité cellulaire. On dénombre à peu près 30-40 types cellulaires différents. Donc, in vitro, pour aller les isoler, il y en a qui sont plus faciles que d'autres parce qu'on a des marqueurs. On peut utiliser la cytométrie en flux, mais c'est très difficile pour les cellules, surtout les zones profondes du poumon, où là, les marqueurs sont très, très peu connus. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est quand vous voulez délivrer spécifiquement un type donné. Chez l'adulte, ça ne pose pas de problème, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ça avec le nourrisson? Vous voulez dire d'avoir Un spray nasal, ouais. comment feriez-vous avec le nourrisson? Pour avoir un modèle anatomique du nourrisson? Non, pas pour avoir un modèle anatomique, pour faire une thérapie par aérosol chez le nourrisson. Alors après, au niveau des appareils, il y a les chambres à air, les masques aussi qui sont beaucoup utilisés, où comme ça, le nourrisson respire, il est pas, on ne le soumet pas à un geste qui pourrait ne pas apprécier. Après, en ce qui concerne l'étude, vous voulez parler de l'étude avant pour développer chez le nourrisson? Oui, exactement. Parce que Oui, ça va bien lorsque vous êtes chez l'adulte, parce que vous avez des tissus matures qui bien sont, sûr. qui sont relativement, comment je dirais, donc, je vais dire sécuritaires parce Mm. ils sont bien formés, ils sont solides. Alors que si vous avez un nourrisson, un enfant en très, très bas âge, avec des problèmes respiratoires, par exemple, je ne sais pas, moi, de la bronchodysplasie ou des choses Mm. comme ça, si vous vouliez adopter la thérapie par approche spray nasal, comment vous feriez avec un nourrisson de 4-5 semaines, 8 semaines? Comment vous feriez ça? C'est vrai, en tout cas, on sait que l'anatomie de la cavité nasale n'est pas mature avant 16 ans, 16-18 ans. Pour ce qui est de l'épithélium, lui, il va, je pense, honnêtement, là, je n'ai pas de littérature scientifique vis-à-vis de ça, parce que je pense que ce n'est pas éthique de pouvoir regarder l'épithélium chez le nourrisson. Mais je pense que l'épithélium, lui, reste le même au cours du temps. Tout ce qu'on sait, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que plus on vieillit, plus l'épithélium olfactif, lui, diminue puisqu'il ne se régénère pas. Et à la place, c'est l'épithélium respiratoire qui va prendre la place. Euh, d'où en fait les pertes d'odorat qu'on peut avoir en vieillissant. Mais pour ce qui est après de la thérapie en elle-même, je pense qu'elle va, en termes cellulaires, fonctionner de la même façon chez le nourrisson que chez le jeune adulte. Outre, en revanche, comme je le disais, l'anatomie en elle-même de la cavité nasale. Donc c'est pour ça que obtenir des données chez l'humain, chez le nourrisson, c'est assez délicat. En tout cas, en termes de dispositifs, ce qui est possible, comme je le disais, c'est les masques pour que le nourrisson puisse inhaler tranquillement le médicament et le principe actif sans qu'il y ait beaucoup de pertes. Parce que le nourrisson, on ne peut pas synchroniser sa respiration avec le traitement. Donc il y a des... Mais la difficulté avec le nourrisson, c'est que oui, effectivement, il faut mettre un masque, mais il va falloir exercer une certaine pression. Pour avoir abordé ces questions-là pendant quelques années, il faut exercer une pression. Or la structure anatomique respiratoire du nourrisson est très fragile et même une pression relativement faible, il va mal la supporter. D'où Ouais, finalement l'idée que les aérosols en thérapie périnatale, mm, néonatale, Oui, mais c'est difficile éthiquement de faire accepter l'idée. oui. Mais Yves, tout dépend si on parle de thérapie par voie nasale ou par voie bronchique. C'est sûr que chez un nourrisson, faire inhaler un médicament quel qu'il soit, le faire descendre jusqu'aux bronches, c'est pas évident parce qu'ils ont une respiration assez superficielle et ça a tendance à rester dans les voies
dans les voies aériennes supérieures. Mais la muqueuse nasale, Mike, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est une véritable éponge en fait. Tout à fait. Ça passe très très vite. Les fumeurs le savent, hein. Dès qu'on inhale la première bouffée de cigarette, immédiatement, ça passe au niveau cérébral. C'est extrêmement rapide. Donc, je vois pas trop, Yves, l'obstacle qu'il y a chez le nourrisson. À partir du moment où tu utilises la voie nasale, pas la voie bronchique, hein, ce qui est différent. Oui. Là, tu es obligé de pousser, effectivement, Mm. parce que le nourrisson a une respiration superficielle, et donc ça passe très mal dans les bronches. Non, mais c'est parce que nous, on s'était heurté à ça lorsqu'on avait abordé l'idée d'avoir un spray nasal pour traiter la bronchodysplasie pulmonaire. Mais c'était pour traiter la bronchodysplasie, c'était Oui, pas pour traiter. Vous vouliez avoir une action locale au niveau des bronches et notamment des petites bronches, c'est ça que vous exact. vouliez. C'est ça qu'on cherchait et donc on s'est heurté à ce problème-là. On a essayé de trouver des solutions, mais c'était pas du tout évident. Oui, tout à fait. Même, puis vous l'avez dit, hein, même chez le rongeur, lorsqu'on essayait de développer le modèle rongeur avec des aérosols, la structure anatomique étant ce qu'elle est, euh, ça fonctionnait pas très bien, hein, de Mm. mettre un masque sur le museau du souriceau, ça fonctionnait pas très bien, hein. On avait beaucoup de difficultés. Il fallait passer chez des espèces plus grosses, mais là, c'était beaucoup plus coûteux. Bien sûr. Monsieur Santini, est-ce que vous auriez questions, commentaires? De questions, pas beaucoup, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Comme l'a rappelé Étienne, moi j'étais professeur d'anatomie et neurochirurgien pédiatre. Par contre, j'étais passionné par l'exposé, hein, j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé de façon particulière, c'est le problème des sinus. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs bouquins sur l'ostéologie du crâne et ce bouquin était en avance à l'époque puisque c'était l'ostéologie du crâne en 3 dimensions. Et les sinus avaient une importance particulière d'être visionnés de cette façon-là. Mm. Et vous parliez du nourrisson, le nouveau-né, ses sinus sont pratiquement pas développés, hein. Il n'y a pas de sinus frontal, les sinus maxillaires sont des ébauches simplement, et c'est plus tard que vont se développer les sinus. Oui, mais précisément, là, vous parlez des sinus, des cavités. Les cavités Mais sinusiennes, oui. oui, mais Mike, quand vous disiez, mais il faut attendre l'âge de 14 ou 16 ans pour avoir des. Alors, est-ce que vous parliez du développement des sinus ou est-ce que vous parliez de la muqueuse? Non, non, alors c'est pas la muqueuse, là c'est le développement anatomique. Donc oui, les Le sinus, développement la cavité anatomique. nasale. Parce Oui. que la muqueuse évolue beaucoup entre quelques mois, quelques années et l'âge de 15 ou 16 ans. On sait qu'après, il y a une atrophie progressive, une sorte de dégénérescence, hein. Mm. Mais est-ce que la muqueuse est développée de façon très précoce? Alors, je n'ai pas d'informations, j'ai jamais creusé le développement de la muqueuse en elle-même chez l'enfant. Notamment parce que bah, moi, dans ma thèse, je vais étudier l'anatomie et les muqueuses nasales à partir de l'âge adulte. D'accord. Mais en effet, chez l'enfant, il y a un développement, puis notamment, surtout si on parle du système immunitaire et du microbiome qui va avoir un impact, effectivement, surtout au niveau, on le sait, au niveau des muqueuses. Et donc là, c'est tout au cours de la vie qu'il va y avoir des modifications à ce niveau-là. Alors, quel est l'objectif de votre thèse finalement? Alors, bah, moi, j'essaie donc de développer un modèle beaucoup plus représentatif que les modèles classiques de culture cellulaire. Donc, nous, on essaye en collaboration avec une unité de Paris-Saclay, le C2N, de développer une puce, un organe on chip de l'épithélium respiratoire de la population humaine. Mhm. Et d'y associer différentes nouvelles technologies pour pouvoir cribler plus facilement les biothérapies. D'accord.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être conclure, mais je vais conclure. Je suis très content de vous avoir entendu. Vous êtes un exemple éloquent de la science en train de se construire. On voit que vous êtes en apprentissage, vous développez un modèle, vous maîtrisez de plus en plus votre sujet. Et j'aimerais, moi, vous poser une question. Ben, je connais la réponse, mais je vais la poser pour ceux qui ne la savent pas. De quelle façon vous construisez vos protocoles expérimentaux? Lorsque vous franchissez l'étape A, de quelle façon vous réfléchissez pour essayer de construire l'étape B? Vous faites de la revue de littérature. Comment procédez-vous? Ah, je pense qu'on vient de perdre M. Pasteur. Oui, On vient de le perdre. la question l'a effrayé. Oui, je ne sais pas si la question de l'a effrayé. Là, je vais arrêter l'enregistrement, Étienne, OK? Ben, écoute, il va peut-être revenir là. Oui, d'accord, on va attendre. Peut-être, parce que c'est quand même la question fondamentale qui était. Oui, ben c'est ça. Puis je pense que M. Pasteur étant en deuxième année, il est en plein dans ce processus-là. Là. Oui. Tu surveilles s'il revient? Oui, donc je surveille, effectivement. Je vais mettre l'enregistrement en pause. Ben écoutez, M. Pasteur vient de revenir parce que nous l'avions perdu, d'où finalement pourquoi j'avais interrompu la visio. M. Pasteur est en train de se reconnecter. Eh bien voilà, M. Pasteur, vous êtes ressuscité? Ouais, j'ai eu une coupure d'Internet. Ah bon, mais écoutez, est-ce que vous aviez est-ce que vous avez besoin que je repose ma question? Ah oui, je pense. Bon, OK. L'idée, c'est que je pense que vous êtes un très, très bel exemple pour ce type de visioconférence-là qu'on appelle la science en construction. Mm. Vous êtes en deuxième année de thèse, donc vous êtes en plein à l'époque où est-ce que vous construisez à la fois votre savoir et à la fois votre savoir théorique et votre savoir expérimental. Mm. Quand vous avez un résultat A et que vous voulez passer au résultat B, en fait, que vous voulez préparer l'expérience pour le résultat B, Mm. quelle est votre procédure? Comment procédez-vous? Alors, beaucoup de littérature, d'abord, surtout que je suis sur un champ plutôt récent et très, alors j'allais dire expérimental, évidemment, mais disons que quand on voit les articles, chacun fait à sa sauce. Il n'y a pas de standardisation de l'organoleptune aujourd'hui. C'est très, très manuel, un peu, c'est du bricolage, honnêtement, les organoleptune. Et donc, du coup, c'est très intéressant de s'inspirer de ce que les autres font, parce que personne ne fait pareil. Donc, je commence d'abord par beaucoup de littérature. Après, donc c'est beaucoup de domaines différents, hein, la microfluidique, la biologie cellulaire, les pathologies, hein, les infections respiratoires. Donc, il faut bien étudier le pathogène. Donc, j'essaie de mixer toutes ces informations que je pourrais obtenir. Et, euh, et l'idée derrière, c'est de concevoir une manip qui va répondre à un contexte vraiment physiologique. On veut pas, moi j'ai envie de dire, on n'a pas envie de reproduire un modèle qui va avoir des biais. On va essayer d'enlever le maximum de biais. Notamment, voilà, c'est tout bête, mais la cavité nasale, elle est à 33 degrés. L'idée, c'est d'infecter l'épithélium nasal à 33 degrés et pas à 37 comme c'est fait classiquement. Voilà, Mhm. tout simplement. Et juste une question avant de passer la parole à Étienne. Est-ce que vous avez eu à discriminer entre de bons résultats, de moyens et de mauvais? Oui, Comment oui, faites-vous oui. pour les discerner? Comment faites-vous pour dire ça c'est bon, ça c'est moyen, ça c'est pas bon, ou ça c'est carrément à éviter? Euh, alors, effectivement, c'est assez difficile, surtout dans mon cas où je suis sur des cellules primaires. Donc, en fait, il y a énormément de variabilité d'un individu à l'autre. Et en fait, je trouve qu'il faut apprendre à accepter la variabilité.
Parfois, j'essaie de répéter une expérimentation et je ne vais pas du tout avoir le même résultat, alors que je vais avoir fait strictement la même chose. Et justement, c'est sûrement bon signe. C'est qu'on est sur un modèle qui va être plus représentatif de ce qui se passe en vrai. On ne veut pas lisser les résultats et je vous avoue, ça c'était un cap à passer dans la réflexion scientifique. Il faut accepter la variabilité dans nos résultats. Au-delà de ça, alors on sait à peu près ce qu'on attend lorsqu'on fait une inflammation ou une infection sur un épithélium. Lorsqu'il y a des mauvais résultats, c'est quand on a les contrôles qui ne sont pas bons. Et l'avantage, c'est que quand on pense à tous les contrôles qu'il nous faut, on n'a pas beaucoup de questions à se poser après. C'est vraiment toute la réflexion est beaucoup en amont de l'expérimentation. OK. Juste pour avoir une idée temporelle, entre le moment où vous réfléchissez à votre prochaine expérience, que vous la montez et que vous avez le résultat, il peut se passer combien de temps? 6 mois, 8 mois? Alors oui, enfin, la culture cellulaire primaire est très longue, hein. Il faut au moins 2, 3 mois pour obtenir des cellules différenciées. Donc en effet, il faut avoir pensé à l'idée au bon moment et avoir assez de matériel biologique derrière. Donc oui, on est entre 3 et 6 mois. OK. Et vous travaillez toujours sur un milieu de culture primaire. Vous n'avez jamais essayé de transformer. Non. OK. Donc, c'est doublement long finalement. Et ça Mm. prend beaucoup d'animaux aussi. Étienne, tu avais une question? Oh non, c'était simplement pour savoir, quand on tape organ on chip sur Medline, on récupère combien de références aujourd'hui? Ou c'est une bonne question. J'ai pas le Non, mais, chiffre en tête. non, mais c'est vraiment un gros sujet. Ce sont des milliers ou c'est simplement. Ah bah c'est en expansion. À titre d'exemple, au début de ma thèse, j'avais très peu de notifications de parution d'articles sur les organes on chip, notamment nasales. Surtout nasales d'ailleurs, il y avait presque rien. Et là, toutes les semaines, je tombe sur un article qui s'approche de ce que moi je veux faire dans ma recherche. Donc, non, non, on est vraiment sur un sujet en expansion, que ce soit l'organ on chip ou la cavité nasale. OK. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, Merci. nous approchons 16 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je vois qu'on a une dame, Madame Virginie Angoï, je ne sais pas si je le prononce bien, Angoy. Est-ce que vous avez un commentaire à apporter? Bon, c'est bon. Ben, écoutez, sur ces quelques mots, moi, je voudrais remercier Monsieur Mike Pasteur pour cet excellent exposé. Merci à vous. Et j'aimerais, comme fidèle à nos habitudes, vous inviter à nos prochains. Nous continuons pas la saga, mais la séquence de l'Université François Rabelais à Tours. Et notre prochaine visio, je vous mets au défi de venir l'écouter. C'est Monsieur Patrice Dio, qui est, je pense, je sais pas s'il est encore doyen, mais je sais qu'il a été doyen, en tout cas, et Il est toujours si brillant. son décanat est terminé, ça fait juste quelques semaines. Non, Donc, il est toujours brillant. OK, d'accord. Donc, Patrice Dio, qui est le doyen de la faculté de médecine de Tours, qui va être accompagné de deux collègues, et ils vont nous parler d'un sujet extrêmement intéressant. Notre médecine est malade, soignons le mal à la racine. Bon, même si on comprend que ça va surtout s'adresser à la France, il y a beaucoup de concepts là-dedans qui vont s'appliquer à tous nos pays, hein. Il faut pas se leurrer. On n'est pas en meilleure santé au Québec ou ailleurs en Europe, hein. Et donc, je vous invite à cette visioconférence-là. Suivra le 21 février, le 21 mars, je m'excuse, la conférence de M. Loïc Vaillant, qui va porter sur le service sanitaire des étudiants. Donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Et donc, je vous invite à cette visioconférence-là. Et c'est ça. Et finalement, la dernière visioconférence du mois de mars, c'est celle de M. Zachary Lire,
qui est étudiant au doctorat à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Et son exposé va porter sur la médiation des savoirs locaux dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique francophone subsaharienne. Il va parler de l'Université Joseph Kizerbo au Burkina Faso et l'université est à Ouagadougou. Donc, comme vous le savez aussi, nous partageons un partenariat avec la FIFOG, la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Et la prochaine visioconférence aura lieu le 13 mars. Et cette visioconférence-là, quoi de neuf dans les fibromes? Donc, faites la publicité et puis si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, les liens sont annoncés dans nos bulletins. Donc, si je n'ai pas d'autre chose, je vais remercier finalement M. Mike Pasteur pour son exposé et je vais terminer l'enregistrement.